Bonsoir à tous, on se retrouve pour cette dernière partie sur la transformation de données en Python. Alors petit rappel sur ce qu'on avait vu la dernière fois. On avait vu les premières parties. Premièrement, le data cleaning, la sélection de features et les transformations de données. Aujourd'hui, on va voir les deux dernières parties, donc les transformations avancées. Alors c'est plus un fourre-tout sur ce qui est important, mais ce qui n'était pas forcément pertinent avec la section précédente. Et enfin, on abordera rapidement la réduction de dimension. Allez, on est parti. Hop là. Donc, du coup, le rappel sur le data cleaning, on avait vu des choses assez basiques, hein. C'était dans un premier temps regarder la variance des données et supprimer celles qui n'avaient pas de variance, donc qui n'apportaient pas d'informations. Gérer également les données dupliquées, gérer les données aberrantes, les outliers, les identifier et leur attribuer un score justement d'aberrance, d'anormalité. Et enfin, il y avait toute la partie sur les données manquantes, comment on pouvait les gérer. Lors du second live, on avait fait un focus sur la sélection de features. Ça va arriver. Hop, voilà. Donc sur la sélection de features, on avait vu donc plusieurs approches. Une approche statistique avec les coefficients de corrélation de Pearson, avec du Ki2, avec l'ANOVA ou l'information mutuelle. Ensuite, tout ce qui tournait autour des feature importance, ou plus simplement des métriques intrinsèques en fait des modèles. Donc on avait vu pour les modèles linéaires la prise en compte de coefficients des différentes features, comment gérer les feature importance avec des modèles à base d'arbres, et enfin quelque chose d'agnostique par rapport au modèle avec l'importance des permutations, enfin la permutation via l'importance. Enfin, voilà. Je vous invite à regarder le replay hein, de cette partie-là si ça vous intéresse. Et enfin, deux dernières parties, la RFE, donc la Recursive Feature Elimination, et sa cousine en cross-validation, ainsi que la SFS, donc la Sequential Feature Selection. C'était le deuxième live sur la sélection de features. On avait ensuite, la semaine dernière, abordé un gros chapitre sur les transformations de données. Première partie sur comment mettre à l'échelle les données numériques. Donc on avait parlé normalisation, standardisation et robuste standardisation. Ensuite, comment encoder les données catégorielles. Donc on avait vu la partie les encodages Ordino et OneHot. Enfin, on avait parlé de distribution et notamment comment changer la distribution des données avec les outils donc Power Transform et Quantile Transforms. Et enfin, comment rendre une donnée continue en une donnée catégorielle avec la discrétisation, avec différentes technologies, différentes techniques uniformes, quantile ou clustered. Et enfin, comment gérer de nouveaux inputs. Donc là, on avait abordé simplement l'explosion polynomiale. Aujourd'hui, transformer avancé et réduction de dimension. Allez, on y va. Transformer avancé. Alors, la première partie, c'est, on avait vu la dernière fois qu'on appliquait donc nos transformés sur un ensemble de colonnes, mais toutes nos colonnes étaient du même type, donc c'était facile. Là, en fait, je vous présente un outil qui va permettre de simplifier la gestion des colonnes quand elles ont des types différents et quand vous voulez appliquer des transformations différentes en fonction du type. Donc pour ça, dans scikit-learn, vous avez le column transformer. Donc il y a un exemple juste en dessous. Donc là, on voit que sur le colonne transformer, on va l'appliquer, on ne l'applique pas sur la première colonne, on l'applique sur la seconde colonne. Et on fait simplement du one-hot encoding. Et ensuite, ce transformer, on l'inclut dans un pipeline tout simplement. À noter que les colonnes qui ne sont pas prises en compte par le column transformer, elles sont supprimées. Donc prenez ça en compte. Là, du coup, si à la base on a deux colonnes, pour le modèle, à la fin du transformer, il n'y en aura plus qu'une. Donc un exemple un peu plus complet, on a donc nos features dans grand X, et ce qu'on fait, on fait une première étape, on vient sélectionner toutes les colonnes numériques et toutes les colonnes catégorielles. Donc on met le nom de ces colonnes dans deux variables, numérical x et categorical x.
Ensuite, on crée donc un premier tableau de transformation, donc avec un one hot encoder et un min-max scaler qu'on met dans colonne transformer. On initialise notre modèle et ensuite on met ça dans un pipeline. Et donc là, en faisant ça dans le pipeline, ça va ne prendre en compte que les données catégorielles. Pas du tout. Non, pardon, qu'est-ce que... Oula. Non, non, je recommence. Ça va appliquer un one hot encoder sur les variables catégorielles et ça va appliquer un min-max sur les valeurs numériques. Autant pour moi. Je suis passé un peu vite là-dessus. Donc du coup, on aura bien toutes nos données conservées et les deux catégories de données auront subi des transformations différentes. Ça, c'était pour les features. Pour la target. Pour la target, en général, il peut être recommandé de la transformer également. Euh, et on va voir ça tout de suite. Oups. Donc, la première approche, c'est de le faire à la main, tout simplement. Donc là, on initialise un min-max scaler, on le fit sur les Y, et on transforme le train et le test. Et ensuite, il suffit quand on va la récupérer, quand on fait les prédictions, de faire la transformée inverse pour revenir dans le domaine d'origine. Ça marche tout à fait. Il y a quand même quelques étapes, et donc plus il y a de code, plus il y a de probabilité d'avoir des bugs. La deuxième approche, c'est d'utiliser donc un outil qui est directement dans scikit-learn qui s'appelle Transform Target Regressor. Donc ça va être assez simple puisque en fait on va lui préciser un pipeline, tout simplement. Enfin pas un pipeline, pardon. On va lui dire quel type de transformation on va appliquer à la target. Donc là on a notre pipeline qui va s'appliquer sur les features. Donc on a un min-max scaler et une régression. Et ensuite, on appelle le transform target regressor où dans la partie pour les features, on met la pipeline pour l'attribut regressor et la transformation de la target, on la passe à l'attribut transformer. Donc là, sur la target, on va appliquer du min-max scaler. Donc automatiquement, il va s'occuper de faire toutes les étapes qu'on avait fait précédemment. Donc assez pratique. Donc là, on a un autre exemple. On va avoir du coup donc pour les features un min-max scaler, ensuite une transformation, une power transform, un power transformer, c'est bizarre comme ça dit en français, et un modèle de régression. C'est notre pipeline pour les features qu'on donne donc à l'attribut au paramètre régressor et dans le paramètre transformer, on lui donne power transformer. Et là, on va avoir du coup notre pipeline complet, feature et target compris. Quand on fait ça, au niveau des scores, donc on se rend compte que finalement la transformation de la target a des performances sur le score. Là, donc sur un jeu de données d'exemple, par défaut, on avait une MAE à 6,6. En utilisant une transformation min-max, on avait 3,203. Et en utilisant Power Transform, on avait encore un gain, puisqu'on descendait la MAE à 2,972. Donc, en fonction de vos problèmes, cela peut avoir un intérêt de transformer la target. Alors, un incontournable, c'est forcément la sauvegarde et le chargement de vos transformations. Donc en règle générale, on va sauvegarder le pipeline à côté du modèle et on va en fait le sauvegarder avec le même outil qu'on utilise pour sauvegarder les modèles, c'est-à-dire Pickle, la fameuse boîte de cornichons. Donc là, on a un exemple avec un scaler et un modèle. Et donc une fois qu'on a tout fité, on vient faire un dump de Pickle pour sauvegarder tout ça. Donc là, on enregistre dans un fichier PKL. Et pour les charger, il suffit d'appeler la méthode load. Alors attention, parce qu'il y a un problème de sécurité qui est assez connu sur Pickle. C'est notamment lorsque vous chargez le fichier, il y a une méthode reduce qui est appelée par défaut sur le Pickle. Et donc si vous chargez un modèle
que vous récupérez d'un endroit non fiable à 100%, il peut y avoir une attaque. C'est quelque chose qui est assez connu et assez répandu. Donc, faites attention de d'où vous allez chercher vos artefacts. Et ce qui peut être fait également, c'est de générer un hash finalement du modèle et de vérifier que le hash correspond bien au modèle que vous chargez pour s'assurer qu'il n'a pas été corrompu entre-temps. Et voilà, mais sinon sur le principe de sauvegarder, charger un modèle et des transformations, c'est extrêmement simple. Donc voilà la dernière partie hein, sur ce qu'il nous reste à voir sur la partie transformation. Donc on a vu comment mieux gérer les transformations avec des types de colonnes divers et variés, avec l'objet column transformer. Et ensuite, on a vu comment transformer la target aussi, avec le transform target regressor, donc dans des problèmes de régression évidemment, puisque dans les problèmes de classification, l'encodage est différent. Enfin, la partie sauvegarder et charger vos transformateurs, je ne sais pas comment dire, alors on va dire transformateur, même si ça n'a rien à voir avec EDF. Dernière partie de cette fabuleuse épopée que nous vivons ensemble sur la préparation de données, on va s'attaquer maintenant à la réduction de dimensions. Alors, pourquoi il existe des algorithmes de réduction de dimensions? Souvent, quand on a trop de features, le modèle peut avoir des difficultés à converger, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle la malédiction des dimensions. Et donc, le but de la réduction de dimension, c'est de réduire le nombre de features en gardant le maximum d'informations. Donc, ça va être un système de projection générale. Donc, on va projeter l'information qui est contenue dans X features pour ensuite avoir un nombre restreint de features. Plusieurs techniques. Alors, bon, il y a la section de features qu'on a déjà abordée, qui du coup n'est pas du tout un système de projection, hein, c'est toutes les techniques qu'on a vues précédemment. Et ensuite, on va avoir donc des approches autour des approches matricielles, donc le PCA et le LDA. On va voir ça juste après. Des approches basées sur l'apprentissage de manifold. Donc ça, c'est souvent réservé pour la data visualisation, notamment avec T-SNE. Et enfin, une approche avec des auto-encodeurs, pour avoir une approche auto-supervisée des réseaux de neurones. Et je me rends compte que j'en parle pas. Ça aurait été bien d'en parler plus en détail sur les auto-encodeurs. Et pareil pour T-SNE. On va parler de LDA d'abord. LDA, donc c'est pour l'analyse de discriminants linéaires. Donc ça, c'est utilisé dans des cas de classification multiclasse. À ne pas confondre avec l'acronyme du même nom sur le Latent Dirichlet Allocation, qui est du coup un outil pour l'analyse de texte. Donc le LDA, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher une combinaison linéaire des features pour justement maximiser la séparation entre les classes et minimiser la séparation entre les individus d'une même classe. Pour l'utiliser, c'est très simple. Linear Discriminant Analysis, on lui donne le nombre de discriminants et il va réduire la dimension. Le nombre de composants peut bien évidemment être tuné. Donc là, on a fait une cross-validation avec différentes valeurs. Et on voit que typiquement, une valeur de 5, c'est pas mal. On gagne un petit peu avec 9. Donc à voir si finalement, est-ce que ça vaut le coup de rester à 9, sachant qu'on en avait 10 à la base, il me semble. Voilà. Toujours un compromis entre la puissance de compression qu'on veut et le ratio d'informations qu'on souhaite garder. Deuxième approche, sûrement la plus connue, c'est le PCA, l'analyse par composante principale. Donc voilà, donc comme je disais, une des plus techniques. Et là, l'idée, c'est de projeter les features dans un espace avec plus petite dimension, avec ce qu'on appelle des eigenvectors. La différence avec le LDA, c'est qu'en PCA, c'est
non supervisée. Donc on va définir des, on va définir des composants qui maximisent la variance, alors qu'en LDA, on a des classes et le but c'est de maximiser la séparation entre les classes. Je vous parlerai ensuite d'une chaîne YouTube qui est très intéressante pour vraiment comprendre en détail comment ça fonctionne. Pour l'utiliser, bah, c'est simple, hein, on importe le PCA dans scikit-learn, .fit.transform, avec de la même manière le numéro de composants qu'on souhaite adresser. Donc là, voilà, on fait une boucle sur le nombre de composants et on voit la quantité d'informations. On voit que finalement, entre 2 et 6, on a une sorte de plateau. Pareil, entre 8 et 13, ça reste sur de 0,8, etc. Et ça monte sur de 16 et 20. Donc ça, c'est la quantité de variance qu'on a. Donc après, voilà, toujours un compromis. Idéalement, on aurait souhaité garder 100% de la variance. Mais forcément, plus on enlève d'informations, moins on a de variance. Dernière technique qu'on va présenter donc, dans scikit-learn, SVD, donc pour la réduction de dimensions. Donc c'est une décomposition en valeurs singulières, très utile, très performante quand la donnée est sparse. En français, sparse c'est creux. Donc quand on va avoir typiquement des problèmes avec des systèmes de recommandation, donc c'est-à-dire avec beaucoup de zéros, des approches de client-produit, de la classification de texte, du one-hot encoding avec beaucoup de dimensions ou du TF-IDF. Pour l'utiliser, donc, il suffit de faire appel au truncated SVD de scikit-learn et ça fonctionne sans problème. De la même manière, on peut venir tuner le nombre de composants qu'on souhaite garder et on obtient voilà, un ensemble de boîtes à moustaches. Voilà pour cette partie. On a parlé du LDA qui va maximiser la séparation des classes, du PCA qui va trouver des composants pour maximiser la variance, et le SVD qui va être très adapté pour les données creuses. Alors avant de conclure, je vais vous parler du Tisni, puisque je ne vous en ai pas parlé. Donc Tisni, c'est principalement utilisé pour de la visualisation, donc comment ramener en 2D ou 3D des données de haute dimension en ayant une visualisation cohérente. Et ben, on va regarder l'exemple, hein, vous allez voir, il n'y a rien de très sorcier, c'est la même chose que tout à l'heure. Et il y a l'exemple, voilà. Disney, le composant est ingénieur. Ce qui est intéressant, donc on va récupérer alors la divergence de Kullback-Leibler. Donc c'est un outil qui permet de voir la différence entre des distributions de probabilité. Mais à la limite, c'est pas forcément ça le plus intéressant. Hop. Je vais en parler juste après. Donc là, du coup, Tisni, est-ce qu'on va voir? Voilà, bon, on a un exemple ici où on part de ces 3 dimensions. Et on va avoir, hop, voilà. Et le Tisni, du coup, sur le S qu'on avait en 3 dimensions, va finalement nous générer cette nouvelle projection, enfin cette projection, qu'on va pouvoir visualiser facilement. Donc ça c'est Tisni. Et ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'était dans le PCA la possibilité d'accéder en fait à la variance expliquée. Donc chaque composant qu'on va générer dans le PCA va contenir un certain ratio de variance. Et du coup, on va pouvoir, avec notamment le explain variance ou le explain variance ratio, plutôt savoir chaque nouvelle composante déterminée par l'algorithme PCA, combien il représente de variance.
Donc ça peut être assez pratique justement pour notamment déterminer le nombre de composants qu'on veut garder. Bon, finalement, c'est ce qu'on avait un petit peu fait avec nos boîtes à moustaches. Peut-être que lui, il l'affiche. Non, il ne l'affiche pas. C'est ce qu'on appelle un scriptlot. Non plus. Hmm. Non, là, il manque l'accuracy. Mais voilà, ça peut être intéressant, et notamment à partir du moment où finalement on voit que chaque nouveau composant n'apporte pas beaucoup plus d'explications, bah, finalement ne pas le sélectionner. Voilà sur quoi je voulais terminer. Et alors les auto-encodeurs, alors j'en ai pas parlé, enfin je l'ai pas affiché, mais donc c'est dans le domaine du deep learning. Ce qui va se passer, on va prendre quoi? On va prendre ce graphique-là. L'idée des auto-encodeurs, c'est de créer justement un goulot d'étranglement pour mettre une grosse contrainte sur le réseau afin qu'il apprenne une représentation des features dans une dimension plus petite. Donc là, on avait peut-être 100 features en entrée et Boultoneck, le goulot d'étranglement n'en a plus que 10. Donc finalement, il est contraint d'apprendre l'essence la plus importante, vraiment les informations incontournables des features. Donc c'est cette première partie qu'on va appeler encodeur, qui va être chargée de ça. Et ensuite, on a une deuxième partie qui, à partir de donc ces 10 dimensions de, de ce bottleneck, donc ça c'est ce qu'on appelle l'espace latent, le décodeur doit être en mesure de reconstruire l'input X original, alors qu'il a beaucoup moins d'informations. Donc là, de 10 features de l'espace latent, il faut qu'il retourne à 100 features initiales. Et en fait, on va comparer ensuite la reconstruction du décodeur de X', la prédiction, avec l'input. C'est pour ça qu'on dit que c'est self-supervised. C'est que de base, on n'a pas besoin d'avoir des données labellisées, puisque la target, c'est l'input. Le but, c'est voilà, d'approcher la fonction identité. Donc plein de variantes sur les auto-encodeurs. Je vois que c'est de plus en plus utilisé dans des compétitions Kaggle, cette approche justement pour générer des features, puisque là finalement on va avoir le réseau, l'encodeur va être en charge de trouver 10 features extrêmement performantes. Voilà pour la petite parenthèse sur les auto-encodeurs. Et ça conclut finalement cette épopée qu'on a eue. Donc si je retourne au tout début, donc je vous rappelle, tout ce que je vous ai dit et présenté provient de ce livre-là, donc Data Preparation for Machine Learning de Jason Brownlee. Donc un joli pavé de 398 pages, agrémenté de pas mal d'exemples. Donc je vous invite évidemment à le lire, à l'acheter et à le lire. C'est vraiment un bon état de l'art. Bien évidemment, tout n'est pas abordé, mais j'ose espérer que à travers la présentation que je vous ai faite, vous avez pu finalement couvrir 80%, la fameuse loi de Pareto, 80% de ce qui était primordial. Donc, si je résume tout ce qu'on a vu, on a vu 5 grandes familles de préparation: le data cleaning, la sélection de features et les transformations de données. Transformation avancée et enfin la réduction de dimensions. Data cleaning, donc s'il y a 3 choses à retenir, c'est le nettoyage basique, le nettoyage des données aberrantes et enfin le nettoyage des données manquantes. Ah bah, j'ai sauté la sélection de features. Bah zut alors. Dans la sélection de features, on avait vu plein de choses super intéressantes. Allez, je vais vous le montrer quand même. Voilà, hop. On avait vu donc la sélection à partir de statistiques, des coefficients de corrélation, Pearson, ANOVA, Ki2, l'information mutuelle. On avait vu des approches par feature importance, sur les coefficients, sur les modèles à base d'arbres.
Et il y a un score de permutation, la RFE et la SFS. Je retourne à ma conclusion. Hop là. Ensuite, sur les transformations de données, on avait vu. Ah ben, elles sont là. Ah ben voilà, elles sont là, mes trucs de sélection de features. Ah, du coup, il faut que je retourne pour mettre. Ah, un copier-coller qui a mal tourné, ça. Transformation de features. Du coup, on a vu comment mettre à l'échelle les données numériques. On a vu comment encoder des données catégorielles. On a vu comment changer la distribution des données pour se rapprocher d'une distribution gaussienne ou uniforme. On a également vu la discrétisation pour passer donc d'une valeur continue à une valeur catégorielle. Et enfin, on a vu la génération au bazooka, en force brute, de nouvelles features. Ça, c'était la troisième partie, les transformations de données. Je retourne, jamais 203 à ma conclusion du jour. Hop là, on va pas vous spoiler. Donc, transformation avancée. Donc, on a vu notamment un outil très pratique, le Column Transformer dans Scikit-learn, pour gérer les transformations dans un même pipeline, mais appliqué à des colonnes de type différentes. On a vu le Transform Target Regressor pour également prendre en compte des transformations sur la target sans le faire à la main et potentiellement se tromper entre toutes nos variables. Et enfin, l'utilisation de la bibliothèque Pickle pour gérer la sauvegarde et le chargement de vos pipelines et de vos différentes transformations. Et on a terminé sur la réduction de dimensions en abordant rapidement, je vous l'accorde, trois algorithmes, LDA, PCA, SVD. On parle aussi du Tisney et des auto-encodeurs. Mais voilà, des algorithmes assez équivalents. Assez équivalents, pas du tout. Assez connus. Je vous remercie. Je vais vous parler d'une chaîne YouTube qui s'appelle StatQuest. Si vous ne la connaissez pas, elle est incroyable. Donc c'est un professeur de statistique. Il est américain, australien, je ne sais pas, mais il est très bon. Il s'appelle George Starmer. Il est guitariste en même temps. Et il chante pendant ses vidéos. Et en fait, il fait des vidéos donc d'explications de statistiques sur un concept en particulier. Et en fait, il rentre vraiment dans le détail, il rentre dans le calcul mathématique et algorithmique pour expliquer, bah là, typiquement, le PCA, comment ça fonctionne. Il prend un exemple et il va montrer concrètement comment se passe le calcul. Donc là, sur le PCA, on va mesurer et comment on détermine les différentes composantes principales, etc., etc. On en trouve une, on en trouve deux. Et donc, c'est très bien fait, vraiment très bien fait, très clair, très explicite. Et il y a énormément de sujets donc de statistiques et d'autres sujets liés au machine learning. Et il a 850 millions de Hello, données. I'm Josh Starmer and welcome to La StatQuest. descente de gradient, Statistics and machine la learning are awesome factorisation, and incredibly powerful, but we l'entropie, also know they can appear incredibly matrice de confusion, la complicated. cross-validation. Voilà. Donc, That's where je ne peux que StatQuest vous comes recommander in. d'aller vous abonner à StatQuest takes the cette methods, no chaîne. matter how complicated, and breaks them down into small, bite-sized pieces that are easy Voilà to pour understand. moi. Each C'est tout ce que concept j'avais is à vous dire. illustrated to provide you with an intuition about how Donc the ça methods conclut work that goes beyond the cette, mathematics. cette série. Donc c'est StatQuest doesn't dumb down the concepts, but instead builds you up so that you are 24 heures smarter environ. and have a deeper understanding of statistics and Voilà. machine learning. Donc sur ce livre Hooray! magnifique. La semaine prochaine, je ferai une vidéo récap de 5 minutes pour résumer tout ce qu'on a pu aborder dans ces 4 grosses vidéos. Donc 5 minutes. Et donc ça va aller assez vite. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment du condensé. Comme ça, si lors d'un projet, vous avez une question ou un doute, au lieu de rechercher à travers les 4 vidéos qui durent une quarantaine de minutes, bah, vous avez la synthèse qui va permettre de vraiment faire un focus sur le sujet. Donc on ne rentrera pas forcément dans le détail, mais on fera la liste de tous les outils et toutes les classes de scikit-learn qui peuvent être utilisées.
On a fait le tour de ça. La suite, je peux vous l'annoncer. La suite, on parlera de ce livre-là, la classification avec des données déséquilibrées en Python. Donc, un gros sujet puisque on va se rendre compte, enfin, on se rendra compte ensemble que lorsque les données sont déséquilibrées, c'est-à-dire qu'on a une classe qui est beaucoup moins présente que l'autre, il peut s'avérer utile et extrêmement pertinent d'adapter la préparation des données. Donc, finalement, c'est la continuité de ce qu'on a fait aujourd'hui et ces 3 dernières semaines. Voilà, donc un sujet très intéressant. Et puis pour la suite, on verra ce qu'on aborde, si on reste dans les livres de Jason Brownlee ou pas. Voilà pour moi. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée ou une bonne matinée, tout ça. À bientôt. Salut.